Sur le papier, l'idée est relativement, je dirais belle, plus que ça paraît relativement simple. J'enregistre tous mes contacts, j'arrive chez le docteur, hop, tout est dans la boîte. Sauf qu'en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plein d'enjeux différents. Il y a des enjeux qui sont politiques, il y a des enjeux éthiques et il y a surtout des problématiques techniques qui sont très très fortes. Donc sur le papier, l'idée est relativement belle, relativement pratique et pourrait potentiellement aider à la lutte contre le virus, ici le Covid-19, mais d'autres potentiellement. Sauf qu'en pratique, c'est pas vraiment ça. Justement, par rapport aux 3 points que vous évoquez, les problèmes, les questionnements techniques, les questionnements politiques, qu'est-ce que selon vous, qu'est-ce qui pose le plus souci aujourd'hui par rapport à ce projet-là? Alors ce qui pose le plus souci, c'est ces trois axes-là en fait, puisque ici on a un projet on est parti sur le principe que une application de ce type-là, il y avait un besoin de privacy, qu'il fallait que la vie privée soit au cœur du projet et qu'elle soit préservée. Donc pour ça, on est parti sur le fait, on a dit, ok, pour obtenir les contacts de quelqu'un, les personnes qui l'ont vu sur toute une journée, il y a deux moyens différents. Soit on prend le GPS, soit on prend le Bluetooth. Le GPS a tout de suite une connotation relativement mauvaise dans la tête des gens, puisqu'on comprend tout de suite, même sans aucune compétence technique, on a tous un GPS dans la voiture, on comprend tout de suite que il y a une application qui va obtenir notre position en instant T. Là, en plus, cette application, elle est faite par le gouvernement. Ça, j'aime pas trop. Donc, la connotation est pas bonne. Du coup, les gens sont partis sur le Bluetooth en disant par contre le Bluetooth, les gens comprennent un peu moins ce que c'est. On n'obtient pas la localisation directement, même si indirectement il y a toujours une possibilité de l'avoir. On n'obtient pas la localisation directement et on va faire de la proximité. On va définir une proximité avec le Bluetooth. Donc l'idée est demander à tout le monde d'allumer son Bluetooth sur le téléphone et d'installer une application, et à chaque fois que vous allez croiser quelqu'un qui a la même application que vous et qui a le Bluetooth allumé, vous allez avoir une proximité. Sauf que techniquement, et c'est un des premiers axes, le Bluetooth n'est pas fait pour calculer des distances. Ce n'est absolument pas la base. Le Bluetooth n'est pas fait pour ça. Donc en fait, vous allez avoir une approximation qui va être énorme. Le Bluetooth va être capable de vous dire « Ah oui, vous avez croisé quelqu'un de malade entre 1 et 4 mètres. » Sauf qu'entre 1 et 4 mètres, ça change tout potentiellement. Puisque si vous avez quelqu'un qui est à 1 mètre de vous, oui, il y a des risques de contamination si la personne est malade. Mais s'il est à 4 mètres, là, il va pas vous arriver grand-chose. En plus, même s'il est à 1 mètre, c'est pas parce que vos deux téléphones sont l'un à côté de l'autre qu'on va pas connaître la qualité du contact. C'est-à-dire que la personne peut être de dos, la personne peut avoir un masque, peut avoir des gants, donc la qualité du contact ne peut pas être mesurée avec le Bluetooth. Donc ça c'est un des points. Et c'est tout. Concernant sur les données qui sont transmises, certains disent normalement justement par cette technique du Bluetooth, il n'y a que lorsqu'une personne sera considérée comme positive au Covid où ces données pourraient être transmises. Ça c'est un point important également. Il y a une initiative européenne qui s'est lancée il y a quelques semaines de ça, qui s'appelle DP3T. Et donc c'est 7 institutions, des universités principalement, qui se sont mis ensemble et qui se sont dit on voit les applications de contact tracing arriver. On veut créer un système qui met la privacy au milieu de tout ça, et donc on va créer un nouveau protocole de contact tracing avec privacy preserved, et qui permet de mettre vraiment la privacy, mais qui a qui a le mérite d'exister, et qui est aujourd'hui ce qu'on a à peu près de mieux. Dans ce protocole-là, effectivement, les données ne sont envoyées que lorsque vous êtes déclaré positif. Donc vous allez aller auprès d'une autorité de santé. Donc l'autorité de santé peut être relativement vague, et c'est d'ailleurs une des limites du protocole, c'est-à-dire qu'en France, on peut imaginer que ce soit des médecins
Vous allez chez le médecin, ou vous allez à l'hôpital, ou alors ça peut être des volontaires qui font passer les tests. Mais quid des pays où les autorités de santé on ne peut pas forcément faire confiance à une autorité de santé. Donc c'est là où l'enjeu, ça peut être de santé. Vous allez lui donner les clés, les identifiants que vous avez émis autour de vous, de manière à mettre tout ça dans une base de données, qui soit centralisée ou décentralisée. Ça dépend des différents protocoles qui ont été pensés. Mais c'est à partir de ce moment-là que les données sont envoyées. C'est une des limites également du système, c'est-à-dire que le système est anonyme. Vous êtes anonyme dans ce système-là à partir du moment où vous n'êtes pas malade. Lorsque vous déclarez malade, là, vous êtes potentiellement les risques, les limites du système arrivent, et c'est là potentiellement qu'on peut désanonymiser la donnée. Et justement, quelles sont les données qui peuvent être transmises à ce moment-là, finalement, qui peuvent éventuellement poser souci? Le système, encore une fois, est plutôt très bien fait, le protocole est plutôt très bien pensé, et ils ont vraiment travaillé dur sur la question, et n'est transmis aujourd'hui en données que des identifiants temporaires qui sont des identifiants uniques et qui ne sont pas reliés à la personne en tant que telle. Le problème ne vient pas forcément de la donnée en elle-même que vous allez envoyer, ça dépend où en fonction du système. Le problème dépend du système en lui-même. C'est-à-dire que vous allez recevoir une notification en vous disant vous avez croisé hier quelqu'un de malade. Un jour, on va déconfiner. On va tous reprendre plus ou moins nos vies comme on les avait avant. On va tous reprendre nos habitudes comme on les avait avant. On a tous une vie très rythmée, avec les mêmes habitudes. On fait le même trajet à la même heure. On croise à peu près les mêmes personnes. On a tous les mêmes collègues de travail. On est tous dans le même bureau. Donc, vous connaissez en fait toute cette métadata qui est votre vie, les personnes que vous croisez, à quelle heure, quand. Vous allez pouvoir prendre cette nouvelle donnée de dire vous avez croisé quelqu'un qui est de malade. Donc, mettons que le jour 1, vous avez croisé Alice, Bob et Jean. On vous dit vous avez croisé quelqu'un de malade. Le jour 2, on vous dit vous avez croisé Alice et Bob. On vous dit encore que vous avez croisé quelqu'un de malade. Et petit à petit, en concaténant toute cette donnée-là, et un jour, vous allez croiser que Alice, et on va vous dire vous avez encore croisé quelqu'un de malade. Vous allez, par déduction, être capable de dire c'est Alice qui est malade. Ou alors, il y a des attaques un peu plus ciblées, dans le sens où vous pouvez prendre un téléphone avec l'application, vous le mettez sous le bureau de Alice, donc potentiellement, il ne va capter que le téléphone d'Alice toute la journée. Et si, à la fin de la journée, ce téléphone-là vous dit vous avez croisé quelqu'un de malade, il y a de grandes chances que ce soit Alice qui soit malade, puisque le seul téléphone qu'il a capté, c'est celui d'Alice. Donc vous voyez que le système a des limites, dans le sens où en lui-même le système est plutôt bien fait, bien pensé, mais c'est inhérent à la technologie Bluetooth derrière, qui n'est pas fait pour ça, et il y a plein de scénarios d'attaque qui peuvent exister et qui sont possibles. Certains s'inquiètent aussi beaucoup de l'implication de Apple et de Google, qui travaillent ensemble justement pour faire fonctionner cette application avec le stockage de ces données-là. Est-ce que ça, c'est un point ? Alors ça, c'est un point qui est très important, et c'est un des 3 axes dont je parlais tout à l'heure sur la question politique. Donc sur la question politique, on voit que Apple et Contact Tracing qui est sorti dans le monde 3 semaines après le lancement de celle de Singapour. Google et Apple ont fait un communiqué conjoint pour dire on travaille sur une API, et dans les mois qui viennent, ils ont fait exprès de prendre une formule assez vague, de manière à dire dans les mois qui viennent, on fera une application de contact tracing également. Cette application de contact tracing, cette API de contact tracing, une API, c'est un ensemble de méthodes mis à disposition des développeurs. Cette API, elle pose plusieurs problèmes. Déjà, il y a une problématique politique qui est de dire toute l'année, depuis des années, on nous rabâche la France veut sa souveraineté numérique, on veut se passer des GAFA, on veut avoir des alternatives européennes, être une puissance numérique. Et là,
Apple et Google nous présentent des API et doit-on sauter dessus dès le départ? Donc ça pose un réel problème politique, puisque si on les utilise, c'est un reniement énorme de tout ce qu'on a raconté précédemment. Le problème, il est aussi technique, c'est-à-dire que dans les systèmes Android et iOS, il y a des limitations qui ont été mises en place pour éviter qu'une application utilise en permanence le Bluetooth. C'est des limitations qui ont été mises sur Android, notamment depuis Android 8. Ces limitations ont du sens, puisque la règle est, si votre application, vous êtes un développeur, si vous voulez utiliser le Bluetooth, si votre application doit utiliser le Bluetooth, l'utilisateur doit l'avoir en premier plan, ce qui est plutôt logique. Et pour éviter les abus, vous ne pouvez pas utiliser le Bluetooth lorsque vous êtes en arrière-plan, ou du moins vraiment très très peu et durant une période de temps très très courte. Et là, en fait, l'application de contact tracing, c'est l'inverse, c'est l'opposé. C'est je veux utiliser le Bluetooth en permanence, tout le temps, sans même utiliser l'application, et que ça tourne en fond. Donc on voit le problème technique qu'on a ici, c'est-à-dire que Google et Apple ont mis en place ces limitations pour les développeurs depuis des années et des années. Ils ont rabâché aux développeurs, surtout faites vraiment le minimum de travail en arrière-plan si vous n'utilisez les fonctionnalités que quand vous en avez besoin, etc. Et là, on vient nous raconter que en fait, on va rajouter un ensemble de méthodes pour vous permettre de faire le contraire de ce qu'on vous racontait avant. Et en fait, sans avoir accès à l'API de Google et Apple, ça paraît très compliqué de faire une application qui fonctionne réellement. Trace Together, ou sur iOS notamment, ils ont des problèmes énormes, l'application est quasi inutilisable. Ils ont créé un espèce de Power Safe Mode qui est, en fait, ils ont réduit la luminosité, et donc quand vous sortez de chez vous, vous devez ouvrir l'application et la mettre en Power Safe Mode. Ça va réduire la luminosité et vous le gardez comme ça dans votre poche. Sauf qu'en fait, dès que vous voulez faire autre chose, répondre à un appel, lire un email ou quelque chose comme ça, l'application s'arrête. Donc autant vous dire que c'est inutilisable, ça sert à rien. Donc en l'état, aujourd'hui en l'état des limitations qui existent dans les systèmes d'exploitation respectifs de Apple et Google, il y a peu de chances que l'application soit utilisable. Une dernière petite question, finalement, qu'est-ce que vous en retenez finalement de ce débat concernant cette application? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et constructif sur ces questions-là, qui sont des questions très importantes, inédits pour tout le monde, pour que ce soit en France, mais dans le monde entier. Les États, les politiques ne savent pas comment réagir et comment se battre contre cette pandémie. Cependant, c'est dans l'urgence qu'il faut justement être le plus carré possible et éviter de prendre des décisions hâtives. On voit ici, et c'est là où je voudrais qu'on ait un débat un peu plus construit et basé sur le fond, c'est là qu'il faut faire intervenir les gens qui sont experts dans le domaine et voir vraiment être pragmatique sur la situation. Et quand c'est le travail que j'ai fait personnellement et avec d'autres ces dernières semaines sur la question, et on voit qu'il y a énormément de difficultés. Ça veut dire derrière pousser une application, donc la question de rendre l'application optionnelle ou obligatoire est une grosse question, parce que cette application-là, par exemple, ne peut fonctionner que si elle a une adoption, si les gens la téléchargent en masse. Donc on estime à peu près, et c'est encore, on n'est pas sûr de la stat, on estime à peu près qu'il faudrait 60% de la population qui télécharge l'application. Sachant qu'on a, je crois, de mémoire, entre 70 et 75% de la population qui a un smartphone. Donc ça voudrait dire quasiment toute la France utilise l'application, ce qui est quasiment impossible. Donc on est déjà de base sur un échec déjà, on sait que ça ne va pas marcher. Donc il faudrait regarder la situation de manière pragmatique et se dire, ok, est-ce que ça vaut le coup de mettre des efforts dans quelque chose qui ne fonctionnera pas? Est-ce qu'on ne peut pas penser à des solutions alternatives, chose qui n'a pas été faite? Il y a des choses qui fonctionnent. Comment peut-on alléger le système de santé, par exemple? On a pensé, notamment avec le fondateur de Quant,
on a réfléchi ces dernières semaines tous les deux à des solutions pour permettre de faire du triage. C'est-à-dire, au lieu que les gens aillent chez le médecin faire des visios afin de faire un pré-triage, donc vous appelez, vous faites une visio avec un médecin qui vous dit OK, ce genre d'initiative serait beaucoup plus intéressante en mon sens qu'une surveillance générale de la population. Ce qu'il nous faut, c'est répondre à une problématique, et la problématique, c'est d'alléger le système de santé. Et donc si on est capable d'alléger le système de santé et également de protéger nos aînés, c'est là où on gagnera en réalité contre cette pandémie. Et nos aînés, ils ne savent pas installer une application, donc il y a très peu de chances qu'ils utilisent ce genre de choses. Donc faisons des outils qui répondent à des vrais problèmes et surtout qui s'adressent aux bonnes personnes. C'est pas le citadin de 20 ans avec lui qui a besoin de savoir qu'il a rencontré. À la rigueur, s'il a le Covid-19, il y a une probabilité immense qu'il s'en sorte. Alors que si ma grand-mère qui n'a pas de téléphone portable, elle, c'est pas pareil. Donc je préférais créer un outil pour elle plutôt que pour le citadin de 20 ans qui lui, est en fait pas réellement à risque.